Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette toute dernière vidéo consacrée à la physiologie de l'hémostase. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le scénario de la fibrinolyse. Et je dirais pour commencer que le scénario de la fibrinolyse se divise en deux parties. La première, c'est la production de la plasmine à partir du plasminogène. La deuxième, c'est la dégradation de la fibrine et du fibrinogène grâce à cette plasmine. Je dois vous rappeler que l'héros de cette fibrinolyse est le plasminogène. Ce plasminogène est une protéine qui est inactive, elle doit être activée en plasmine. Et ceci sous l'influence de protéines activatrices telles que l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est-à-dire le TPA, et l'urokinase. L'urokinase lui-même est activé à l'aide du facteur 12, qui est un facteur de coagulation, et qui clive la pro-urokinase en deux parties, l'urokinase et en bleu ici un peptide qui est inactif. Et vu qu'il y a des activateurs, il y a des inhibiteurs. Et les premiers inhibiteurs de la fibrinolyse, ce sont les inhibiteurs des activateurs du plasminogène. Plasminogène, activator inhibitor 1 et 2. L'activateur, l'inhibiteur 1 agit surtout sur le TPA, alors que l'inhibiteur 2 agit surtout sur l'urokinase. Il existe aussi des inhibiteurs de la plasmine, comme la alpha-2 antiplasmine et la bêta-2 macroglobuline. Ça, c'était pour le rappel de la dernière vidéo. Maintenant, la deuxième partie est la dégradation du fibrinogène et de la fibrine grâce à cette plasmine, engendrant la formation de PDF, c'est-à-dire produit de dégradation du fibrine et du fibrinogène, et dont les tout petits morceaux sont appelés les digimères. Voici la vedette du scénario, le plasminogène. Et le plasminogène est une glycoprotéine qui est inactive, codée par un gène qui est situé sur le chromosome 6. Son poids moléculaire est de 90 kDa et sa demi-vie est de 58 heures à peu près. Il est composé de 791 acides aminés, dont le premier acide aminé est l'acide glutamique et le tout dernier acide aminé est l'acide aspartique. Et c'est pour cela la forme native de ce plasminogène est appelée gluplasminogène, puisque le premier acide aminé est un acide glutamique. Voici plus précisément la structure primaire de ce plasminogène. Il se compose par plusieurs parties, dont la première est un peptide N-terminal. Et bien sûr, on vient de le dire, il commence par l'acide glutamique, la gluplasminogène. Il existe aussi 5 structures en forme de boucle qu'on appelle les kringles. Et les kringles contiennent des sites de liaison à la lysine. Lysine binding site. Et ces sites de liaison à la lysine permettent au plasminogène de se fixer
à la structure de la fibrine. Vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelle kringle? Eh bien, en hommage à une pâtisserie scandinave qu'on appelle le kringle et qui a une forme de boucle comme ça. Et c'est pour ça, et qui ressemble étrangement à la structure en boucle des kringles du plasminogène, de la thrombine et bien d'autres sérines protéases retrouvées dans le processus de coagulation. Aussi, il existe une dernière structure qui est la structure sérine protéase. Et cette sérine protéase a la capacité de cliver la fibrine et le fibrinogène après une sérine. C'est pour cela qu'on l'appelle la sérine protéase. Et cette chaîne se termine, comme on vient de le dire, par un acide aspartique. Ce plasminogène est une protéine qui est inactive. Bien sûr, pour être activé, le plasminogène doit être clivé à cet endroit bien précis entre l'arginine 561 et la valine 562 à l'aide de l'activateur du plasminogène, entraînant la formation de deux parties bien distinctes, la première étant la sérine protéase et la deuxième représentée par les 5 boucles Kringle contenant les lysine binding sites, le tout relié par des ponts disulfure. Mais afin d'être activé, le plasminogène ainsi que son activateur doivent se fixer sur un support de fibrine grâce à leur boucle Kringle. Une fois fixé sur le support de fibrine, l'activateur tissulaire du plasminogène transforme le plasminogène en plasmine. Cette plasmine, maintenant, est capable de dégrader la fibrine. Mais non seulement ça, mais la plasmine est capable même de dégrader la fibrine, mais aussi le fibrinogène. Et la plasmine est capable même de dégrader certains facteurs de coagulation, tels que le facteur 5, le facteur 8, le facteur 13, le facteur de von Willebrand. Voilà. La plasmine est aussi capable de cliver son précurseur, le plasminogène. Surprenant, non? Eh bien oui, la plasmine est capable de créer une coupure à cet endroit, juste avant la lysine numéro 78, entraînant la formation d'une lysine plasminogène. Bien évidemment, le premier acide aminé n'étant plus de l'acide glutamique, mais bien au contraire, c'est de la lysine plasminogène. Et cette lysine plasminogène a une plus grande affinité à la fibrine, mais aussi elle a une demi-vie un petit peu plus courte que la glu plasminogène. Voilà, je ne dirai pas plus que ça, car c'est trop compliqué. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce scénario, c'est-à-dire la dégradation de la fibrine et du fibrinogène. Mais pour des raisons pédagogiques, j'aimerais faire un rappel sur la structure du fibrinogène. Rappelez-vous que le fibrinogène est composé d'un domaine E et deux domaines D, le tout relié par des hélices polypeptidiques A-alpha, B-bêta et gamma. Et les hélices A-alpha ainsi que les hélices B-bêta
se terminent par des fibrinopeptides A et pour la polypeptide A alpha et B pour les polypeptides B. Lorsque la thrombine agit sur ce fibrinogène, les fibrinopeptides A et B sont éliminés et donc les monomères de fibrine sont composés de deux domaines D centrés par un domaine E, le tout relié par des hélices polypeptidiques. Ces monomères de fibrine sont capables de se polymériser spontanément. Mais ce polymère de fibrine est très friable et très soluble. Alors, le facteur 13 est capable de former des liaisons covalentes entre les domaines D, représentés en rouge ici. Et ces liaisons covalentes sont très difficiles à hydrolyser par la plasmine. Et donc, la plasmine va agir surtout sur les chaînes hélicoïdales entre les domaines D et E. Alors que les liaisons covalentes sont très faiblement ou très lentement hydrolysées. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque la plasmine dégrade le fibrinogène et les monomères de fibrine. La première action de la plasmine est de cliver la partie C-terminale de la chaîne alpha du fibrinogène et les deux premiers acides aminés de la chaîne bêta, entraînant la formation de ce qu'on appelle le fragment X. Ces fragments X sont toujours capables de se polymériser si l'action de la plasmine s'arrête là. Mais la plasmine va fragmenter encore plus ce fragment X en deux parties, le fragment Y et un petit fragment D. Le fragment Y est encore fragmenté sous l'action de la plasmine en deux petits domaines, le domaine E et un fragment D. Maintenant, ces fragments X, Y, E et D peuvent se complexer avec de la fibrine, formant ainsi ce qu'on appelle les complexes solubles. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la plasmine agit sur de la fibrine insoluble. Je rappelle que la plasmine ne va pas agir sur les liaisons covalentes, mais va cliver les doubles hélices entre les domaines E et D, entraînant la formation de nombreux fragments, tels que le fragment DDE, le fragment YDDY et le fragment, par exemple, YYDXD. Ces différents fragments sont engendrés en fonction du site de clivage de la plasmine, ainsi que ces fragments peuvent eux aussi être fragmentés en tout petits morceaux qu'on appelle les didymères. Voilà, ces didymères sont formés de deux domaines D reliés par une liaison covalente.
c'est les plus petits fragments des produits de dégradation de la fibrine insoluble. Alors, en conclusion, on peut dire que les produits de dégradation de la fibrine soluble et du fibrinogène ne donnent pas de délimère, alors qu'ils peuvent se complexer avec de la fibrine donnant des complexes solubles. Et en dernier, les produits de dégradation de la fibrine insoluble, eux, peuvent être fragmentés en tout petits morceaux appelés délimères. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais qu'elle a été trop longue. Ceci est dû au fait qu'il existe plein de détails sur la fibrinolyse à donner, au fait que je parle trop. Oui, je l'admets. J'admets aussi que j'ai omis plein de détails, tels que le TAFI, l'action du TAFI sur la transformation du plasminogène, la structure des activateurs du plasminogène. Néanmoins, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et je vous répondrai le plus vite possible. D'ici là, je vous prie de me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Sinon, tant pis, hein, ne mettez rien. Et n'oubliez pas de partager, 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 partager. Partagez partout, 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 partout. Partagez, 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 partagez. Je vous remercie pour votre attention.